rappeler dans ce que disait Nathalie que, aux prémices de nos travaux, il y avait cette idée que l'économie circulaire, elle allait être porteuse de valeur. On s'en doutait, on se disait que dans le modèle de sobriété porté par l'économie circulaire, il y allait avoir des opportunités pour créer de la valeur économique, ou en tout cas faire des économies, réduire les factures, gagner en compétitivité. Ça, c'était le postulat de départ. Mais on avait aussi un pressentiment ou une intuition que la création de valeur, elle n'allait pas uniquement être économique et qu'il y avait des choses à aller regarder du côté de ce qu'on appelait à l'époque la valeur immatérielle. Euh, et qui a été traduite par les adhérents, dans nos 8 familles de valeurs, notamment par cette valeur sociale, sociétale et bien-être. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de fonctionner en plusieurs temps. D'une part, en revenant peut-être sur les constats qu'ont fait les participants au groupe de travail sur un certain nombre de visions, vision du modèle actuel, et vision des grands principes de l'économie circulaire. Je reviendrai sur les cadres de réflexion qu'on a choisis pour pouvoir disséquer ou analyser cette question sociale, sociétale et bien-être. Et puis après, ensemble, on essaiera de détailler les apports de l'économie circulaire aux déterminants de la valeur sociale, sociétale et de bien-être. Et on clôturera notre webinaire par et des échanges, mais aussi en tout cas une forme de trajectoire pour essayer de vous accompagner, vous, dans vos organisations, à une meilleure prise en compte de ces enjeux et à une bonne mobilisation de l'économie circulaire pour créer de la valeur sociale, sociétale et du bien-être. Alors, pour commencer, un retour sur les visions. Ceux qui ont participé au précédent webinaire savent qu'on commence comme ça. Les livrables également présentent toujours ce format de vision, puisque ça nous permet de poser un certain nombre de constats. Donc, ces constats ont été faits lors des groupes de travail avec les participants, avec les adhérents. Et pour ce groupe de travail présent, un certain nombre de constats sur le modèle actuel, ou en tout cas sur bref, un certain nombre de constats sur l'approche sociale et sociétale ont été réalisés par les participants. Déjà, le fait qu'aucun pays du monde aujourd'hui n'arrive à concilier indice de développement humain et empreinte écologique. Je vous donnerai dans quelques slides une représentation de ça, mais elle est assez connue. Vous avez un axe où vous avez d'un côté l'empreinte écologique donnée par les limites planétaires sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, et l'indice de développement humain amélioré puisqu'il comprend d'autres choses, et on voit que finalement le carré dans lequel devraient se situer la plupart des pays, on n'a pas du tout, on ne l'atteint absolument pas. Il y a quelques années, Cuba uniquement était le seul pays qui arrivait à concilier indice de développement humain et empreinte écologique, mais il n'y est plus. Donc on n'a aucun pays aujourd'hui qui arrive à avoir un développement social, sociétal, en même temps qu'une empreinte écologique pérenne. Sur les objectifs de développement durable, on voit qu'on a eu quand même des progrès sur la majorité des objectifs des ODD, sauf pour celui de réduction des inégalités qui se dégrade depuis 2010. Les constats que je vous fais là, ils sont modulo la période actuelle, puisque l'ONU a fait des communiqués sur les impacts de la Covid sur les objectifs de développement durable. Hormis la période actuelle, on avait quand même des avancées, sauf sur la question de la réduction des inégalités. D'autre part, les participants ont également souligné un système productif qui est basé aujourd'hui sur une hyperproduction, une hypermatérialisation, avec un modèle de profit, donc un indicateur économique qui est uniquement basé sur la plus-value. Et de fait, ce modèle-là, il vient entraver l'idée de découplage entre la croissance et la fonction de ressources et l'effet de ruissellement. Pour vous donner simplement un chiffre qui est assez connu, on a le pourcent le plus riche qui détiennent 50% des richesses mondiales. Et en 2017, les trois quarts des richesses produites par la planète ont bénéficié aux pourcents de la population les plus riches. Donc on voit qu'on a une problématique d'accumulation qui, bien évidemment, répond à cette question de la réduction des inégalités dont je vous parlais juste avant. On a également une problématique d'accès et de répartition à la ressource. Bien évidemment, on a une inégale répartition géographique des ressources et de leur consommation. On va avoir des ressources qui sont produites ou extraites à un endroit et pas forcément consommées au même endroit. Et d'autre part, on a un inégal accès à ces ressources. On pense aux pays en voie de développement qui n'ont pas forcément accès aux ressources nécessaires à leur développement dans des tarifs qui leur permettraient d'y avoir accès.
Sur la question de la santé et du bien-être, on a ressorti 3 grands enjeux identifiés par l'OMS sur la décennie. C'est intéressant parce que ces enjeux-là, ils préexistaient à la période actuelle et, je vous les redonne, c'est garantir l'accès aux médicaments, se préparer aux épidémies et prendre en compte le changement climatique. Donc on voit qu'on a 3 grands enjeux ô combien actuels qui viennent renforcer aussi nos objectifs sociaux et sociétaux. Et enfin, terminons par un constat joyeux. On sait que l'exacerbation des tensions sociales et environnementales sont 2 facteurs importants de rupture qui peuvent aller jusqu'à l'effondrement. Euh, Vous êtes peut-être familier des théories de l'effondrement ou en tout cas des phénomènes de rupture. On pense aux études de Meadows. Euh, Ces 2 facteurs de tension sociale et environnementale sont mis en exergue comme des facteurs de rupture importants pour le système. Contrepoint donné par l'économie circulaire qui nous propose à l'inverse un modèle basé sur l'optimisation. On veut, grâce à l'économie circulaire, changer nos modes de production, nos modes de consommation pour à la fois, à toutes les étapes du cycle de vie, réduire la quantité de ressources utilisées, mais également limiter les impacts sur l'environnement. On a également dans l'économie circulaire l'idée d'une transition économique qui va vers plus de fonctionnalité. Et la fonctionnalité, elle impose de prendre en compte ce qu'on appelle la valeur d'usage. Et de fait, d'aller regarder nos externalités positives et négatives, mais d'essayer d'en générer un maximum de positives en prenant en compte l'utilité sociale de notre offre. Donc là, on voit qu'on a une vraie rupture par rapport au modèle d'accumulation-fonction dont je vous parlais tout à l'heure. On a également un modèle d'économie circulaire qui se veut de proximité, ancré sur les territoires et porteur d'un certain nombre de valeurs, de justice sociale, de solidarité, d'inclusion, pas intrinsèquement, mais parce qu'il est au plus proche des usagers, au plus proche des habitants, et qu'il est plus à l'écoute, du coup, des besoins de proximité. On a également un modèle de partage sur des questions de gouvernance dont on reviendra un peu dessus tout à l'heure, dont on parle aussi beaucoup sur les sujets de coopération, qui fait l'objet de tout un livrable. Dans des modèles d'économie de la fonctionnalité et d'économie circulaire en général, on a une gouvernance renouvelée, élargie, pour une offre basée sur des effets utiles et qui met finalement tout le monde autour de la table et qui discute de la répartition et de la rétribution équitable de la valeur créée. L'idée de la coopération, du coup, est au centre de l'économie circulaire, puisque on a, par l'approche transversale de l'économie circulaire, nécessairement des acteurs qui vont se parler sur toute la chaîne de valeur et qui vont interagir dans un écosystème qui est donc élargi, avec, la plupart du temps, de la confiance et de la transparence, socle de ces échanges. Ce faisant, l'économie circulaire, elle donne aussi de nouvelles opportunités de dialogue. Et c'est là qu'on va pouvoir réaborder nos sujets de sécurité, de santé et de bien-être au travail, puisque l'économie circulaire, et ça on le développera un peu moins aujourd'hui, mais vous retrouverez beaucoup d'éléments dans le livret sur les emplois et les compétences, sur la manière dont l'économie circulaire, en interrogeant un certain nombre de façons de faire, en apportant de nouveaux procédés, elle donne des opportunités pour anticiper et dialoguer autour des enjeux de santé et de sécurité au travail. Et puis enfin, au centre de l'économie circulaire, on a évidemment un modèle de régénération, de régénérer les écosystèmes et de croissance durable, ou en tout cas d'une croissance différente, où on va tenter de retrouver les conditions de dignité tout en contribuant, tout en restant dans les limites de la planète. Voilà les visions qu'ont formalisées les participants au groupe de travail pour essayer de nous donner un certain nombre de constats sur les enjeux sociaux et sociétaux, et de bien-être évidemment. Alors pour les approcher… Juste, Caroline. Bien sûr, merci. Alors, Franck Sprecher est avec nous aujourd'hui. Franck est coprésident du groupe de travail avec Cyril Adou. Je ne sais pas si Cyril a pu être là aujourd'hui. Si c'est le cas, Cyril, tu peux me faire signe. Franck, tu voulais rajouter des choses sur la coopération, j'imagine ? Oui, très rapidement, parce que je suis dans le train. Bonjour à toutes et tous. La coopération me paraît vraiment fondamentale dans ce chapitre-là, mais vraiment sur tous. Et je voulais juste te dire qu'on a besoin de collaborer, bien sûr, pour pouvoir réussir nos projets, atteindre nos objectifs. Et la collaboration, elle est donnée par l'organisation.
c'est-à-dire notre capacité à nous organiser correctement en mode projet ou dans nos entreprises, dans nos structures. Ce qui fait la coopération, c'est notre capacité à mettre en place le don. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et le don est de s'appuyer sur les fragilités des différents acteurs, des différentes parties prenantes, pour construire encore ensemble une solution encore plus performante. Et ça, c'est vraiment un basculement qui est fondamental aujourd'hui. Comment on passe de cette collaboration que nous connaissons à la coopération. Et la confiance est une ressource immatérielle absolument indispensable. Confiance, notion qui nous est connue de toutes et tous, et pourtant, on pourrait se poser la question de ce que signifie la confiance pour les uns et pour les autres, et comment on la met en œuvre. En tous les cas, voilà, cette confiance va pouvoir alimenter au quotidien les modes de coopération, et ceux qui sauront coopérer sauront développer des solutions encore plus performantes pour leur organisation, mais aussi pour les territoires. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Merci Franck, merci. C'est absolument fondamental. Je ne l'ai pas rappelé, mais pour les participants au groupe de travail, vous savez que cette question de coopération, ça a été un fil rouge de toutes nos rencontres. Je sais que le livrable sur la coopération est très attendu. Il est finalisé, il est en relecture et on espère pouvoir vous le soumettre très prochainement. Et surtout, on espère qu'il vous apportera un certain nombre de clés de réflexion sur la manière dont on peut penser la collaboration et favoriser la collaboration, en tout cas, la coopération. Alors, je vous le disais, pour aborder ces notions de capital immatériel, social, sociétal, bien-être, on a dû se borner quand même. À un moment, on a dû se donner des limites, ou en tout cas un cadre de pensée. On s'est tout d'abord penché sur un certain nombre de définitions et on a opté pour la définition de la justice sociale que nous donne Kate Raworth. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Kate Raworth, elle est économiste et chercheuse associée à l'université d'Oxford. Elle a été très longtemps associée chez Oxfam et c'est la fondatrice de l'économie du donut dont on va reparler tout à l'heure, enfin, de la théorie du donut. Et Kate Raworth nous donne pour la justice sociale un modèle sûr et juste qui permet le bien-être des individus dans les limites de la planète. Cette définition, elle nous correspondait puisqu'elle arrivait à mettre sur le même plan ce que je vous disais tout à l'heure sur l'idée d'une conciliation entre les enjeux sociaux, les enjeux sociétaux, le bien-être et l'empreinte environnementale. Pour la santé, bien évidemment, nous sommes allés regarder du côté de l'OMS et qui nous donne une définition qui figure dans le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été adoptée d'ailleurs en 1946, et qui nous donne la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et ça, ce relief dans la définition nous paraissait également très important, de dire que la santé, ce n'était pas uniquement un état de santé, mais plutôt un état complet. De fait, on a souhaité s'arrêter sur ces deux définitions, et c'est sur ces deux définitions, en tout cas, c'est dans le sens entendu par ces deux définitions que nous allons traiter le reste des travaux que vous allez voir. Ce n'était pas suffisant pour commencer à aborder la manière dont l'économie circulaire pouvait contribuer à notre modèle juste et sûr et à notre santé. Et donc, nous sommes allés un peu plus dans le détail dans les travaux de Kate Raworth. Kate Raworth, donc je vous le disais, c'est la tête penseuse de ce qu'elle a appelé l'économie du donut, qui définit une forme de plancher social qui constitue le but à atteindre pour assurer l'épanouissement de chacun et chacune. Donc, dans le graphique que vous avez à droite, Kate Raworth nous donne, donc reprend les fameuses limites planétaires. Je ne vais pas revenir sur les limites planétaires, mais qui sont les limites de Rockström, qui nous donnent 9 limites planétaires à ne pas dépasser, que Kate Raworth a appelé donc le plafond. Pour ceux que le sujet intéresse, on traite ces éléments-là dans le livret sur la valeur environnementale. Donc, comment l'économie circulaire permet de limiter les impacts environnementaux et régénérer les écosystèmes. Donc, Kate Raworth se sert du modèle de Rockström sur les 9 limites planétaires comme une forme de plafond. Pour ce que vous avez en rouge, les limites à ne pas dépasser. Si vous n'étiez pas au courant, on a déjà 4 limites qui sont déjà dépassées. Auquel elle adjoint une forme de plancher social
qui sont là, les 11 objectifs sociétaux à atteindre, ou en tout cas les 11 objectifs sociétaux qui permettent d'assurer l'épanouissement des individus voilà, dans l'équilibre planétaire. Donc, c'est ce que vous avez dans le cercle vert, et c'est pour ça qu'elle a appelé ça un donut, c'est que vous avez un plancher et un plafond qui constituent finalement le but à atteindre de nos économies et de nos organisations. Et donc, ce que je vous propose, c'est de détailler et de reprendre les 11 objectifs sociétaux donnés pour représenter le plancher social par 4 Works, pour analyser les apports de l'économie circulaire sur chacun de ces objectifs. Alors, vous le verrez, on a des objectifs sur lesquels l'économie circulaire est pleinement pertinente, d'autres pour lesquels ces apports sont plus contestables ou en tout cas plus limités, et on va les regarder ensemble. Premier objectif sociétal, c'est bien évidemment celui d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc ici, on a 2 éléments qui sont pris en compte. On a la question de l'accès aux toilettes, dont je vous ai remis, c'est très simple, l'affiche de la Journée mondiale des toilettes, qui nous donne un chiffre à retenir, c'est celui du fait que aujourd'hui dans le monde, on a 6 milliards de téléphones portables, et pourtant, on a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes. Donc, enjeu planétaire énorme. Et l'autre élément qui est pris en compte dans les calculs du modèle de Roworth, c'est l'accès à l'eau et à une eau de qualité. Sur ces sujets-là, on a l'économie circulaire qui propose un certain nombre de solutions sur l'accès en tout cas au sanitaire, puisqu'elle permet d'avoir accès à des toilettes qui seront sobres en ressources, facilement installables, plutôt low-tech. Ici, je vous ai donné l'exemple de l'Uri-Trottoir que vous avez peut-être vu, puisqu'il y en a certains à Paris, mais c'est une start-up nantaise qui propose des solutions de sanitaire de rue qui permettent en plus de fabriquer du compost riche en azote et en plus de limiter les incivilités qui sont elles-mêmes très gourmandes en eau pour nettoyer la voirie. Sur la question de l'accès à l'eau, sur laquelle l'économie circulaire est probablement plus étoffée, on constate tout un panel d'actions ou d'interventions sur l'allongement du cycle de l'eau. Donc, des utilisations partagées de l'eau, la valorisation des eaux usées traitées. Pour vous donner un exemple qu'on a déjà cité dans des précédents livrables, mais de la ville de Hyères, située dans l'Essonne, qui nettoie ses rues et qui arrose ses plates-bandes avec l'eau recyclée des douches de la piscine municipale. On voit qu'on a un fonctionnement en boucle courte. Et on a aussi toute l'utilisation en cascade. Donc là, c'est l'idée de maximiser l'utilisation de l'eau grâce à des usages diversifiés et successifs. De l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau de rinçage, et de réutiliser tout ça en boucle, à condition de faire attention à la charge de polluants qui sera intégrée par les utilisations successives. L'économie circulaire, elle propose même d'aller au-delà en utilisant le potentiel de valorisation énergétique et matière des boues d'épuration, par exemple. Je voulais aussi vous donner un exemple assez opérationnel sur l'utilisation de l'eau, ou en tout cas l'allongement du cycle de l'eau. C'est un projet qui s'appelle IRI Alto, qui est porté par Veolia, qui est donc la réutilisation des eaux usées, enfin l'utilisation des eaux usées recyclées pour irriguer les vignes. Donc on a un système de goutte à goutte qui permet de faire de la micro-irrigation de vignes et qui a priori fonctionne extrêmement bien. Donc ça nous permet d'avoir une ressource alternative dans le cycle de l'eau. Voilà en quelques mots quelques apports de l'économie circulaire qui permettraient de limiter la pression sur la ressource et de démocratiser l'accès à l'eau. Franck, si tu veux rebondir, n'hésite pas à intervenir quand bon te semble. Sur la question de l'énergie, évidemment, deuxième, alors les objectifs sociétaux sont pas, il n'y a pas d'ordre de priorité, je vous les donne les uns après les autres. L'enjeu énergétique, donc évidemment, on a encore aujourd'hui 11% de la population qui n'ont pas d'accès stable à l'électricité et un tiers qui n'a pas accès à des équipements de cuisson, en tout cas des équipements de cuisine qui permettent la cuisson.
On est sur un objectif, sur un enjeu sociétal fort, pour lequel l'économie circulaire, visant à une gestion optimale des ressources, dont le flux énergétique, propose un certain nombre de solutions. Tout d'abord, l'idée de la production locale et renouvelable. On voit depuis une dizaine d'années le développement fort des filières de méthanisation, notamment, utilisées directement en chauffage ou en conversion d'énergie directement dans les exploitations agricoles. Euh, la valorisation également des énergies fatales des unités d'incinération et des eaux usées, comme j'en parlais tout à l'heure. On a par exemple, dans une démarche d'EIT très installée dans la zone portuaire de Strasbourg, la réutilisation de chaleur en interne pour le chauffage des locaux d'une station d'épuration. Vous voyez, encore une fois, on est sur une utilisation en boucle courte, en local, avec une déperdition en tout cas une valorisation maximale de la chaleur et de l'énergie. Et également tout ce qui va être mis en place de synergie entre entreprises industrielles. Là, pour vous donner un exemple très concret, on a l'unité de valorisation de Bessières, qui est à proximité de la métropole toulousaine, qui alimente un réseau de chauffage de serres maraîchères. Donc, on a des tomates en agriculture raisonnée qui sont sans produits phytosanitaires et chauffées à partir de l'unité de valorisation énergétique. Et puis enfin, dernier axe, dernier rapport de l'économie circulaire, et pas des moindres, c'est l'optimisation du flux énergétique, ce que je disais en introduction, que vous allez retrouver à la fois dans les procédés, à la fois dans les produits. Donc on le sait, hein, l'économie circulaire va faire une chasse au gaspillage, donc promouvoir une forme d'efficacité énergétique, que ce soit des bâtiments, des produits, va pousser aussi la mutualisation de l'achat d'énergie, va aussi pousser des dynamiques de récupération énergétique dans les eaux de surface ou de chaleur, comme on le voyait tout à l'heure. Et quel meilleur exemple on pourrait vous donner que celui du pôle Cinéo, qui est un exemple que Franck Sprecher connaît bien. Franck, si tu es encore là, est-ce que tu pourrais nous donner plus d'éléments sur le pôle Cinéo? Alors en fait, le pôle Cinéo a créé une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Enera et dont l'objet est de promouvoir le mix énergétique sur le territoire des Hauts-de-France. Donc, c'est une particularité parce que c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est une SIC, donc c'est une SA ou une SAS à capital variable, mais qui est gouvernée sur le modèle de l'économie sociale et solidaire. Et dans les missions de cette SIC, il y a l'achat d'énergie, l'achat groupé d'énergie. Et on peut être fier aujourd'hui d'avoir centaines de gigawattheures en portefeuille, ce qui est énorme, hein, ce qui fait une dizaine de millions d'euros de volume en termes d'énergie pour nos 19 sociétaires. Donc il y a 19 sociétaires aujourd'hui qui sont des ETI industriels ou tertiaires de la région pour qui l'énergie est une matière première très importante. La deuxième mission, c'est tout ce qui tourne autour de la formation dans l'énergie, parce que le kilowattheure, c'est quand même un produit que beaucoup de gens sont encore loin de maîtriser. Et puis la troisième mission, c'est grâce au modèle de la SIC qui permet de capter la valeur générée par tous les sociétaires, c'est de pouvoir organiser la production d'énergie renouvelable locale en bénéficiant des économies qui sont réalisées par chacun des sociétaires pour apporter un capital de départ dans la mise en œuvre des énergies renouvelables chez les uns ou chez les autres. Et cette énergie renouvelable sera mise à disposition des autres sociétaires. Donc, ce sont, comme je vous l'ai dit, des industriels qui consomment des quantités assez importantes d'énergie, mais pas suffisamment importantes pour bénéficier des avantages que peuvent avoir les très très gros, et trop importantes pour être, on va dire, dans le cadre de tarifs qui sont plutôt réservés aux petits tertiaires ou aux particuliers, bien évidemment. Et donc, en s'organisant, on permet de ramener de la compétitivité, de la performance économique à ces entreprises, et donc, dans certaines mesures, bien évidemment, de préserver l'environnement.
emploi dans ces ETI qui sont soumises à de fortes variations de l'énergie en temps normal. Autre exemple, aujourd'hui, quand vous avez un mauvais scoring financier, eh bien, les fournisseurs d'énergie ne vous donne pas accès à des très bons prix parce que vous êtes quelqu'un qui est à risque. Et en s'organisant dans le cadre de la société coopérative d'intérêt collectif, eh bien, on permet de mutualiser ce risque auprès de tous les sociétaires, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont en bonne santé, eh bien, participent à garantir ceux qui sont en moins bonne santé à l'instant T, et donc leur permettre d'avoir aussi des tarifs très très attractifs, ce qui évite de creuser encore potentiellement leurs difficultés. Donc on se trouve bien dans une nouvelle forme de gouvernance de l'énergie sur les territoires, dans la mise en œuvre de synergies au sein d'une entreprise qui est gérée de manière plutôt coopérative, ce qui est un peu un oxymore, hein, puisque dans l'énergie, globalement, c'est plutôt géré sur les marchés financiers, très très loin des territoires, alors que là, on est vraiment voilà, au plus proche des territoires, au plus proche des préoccupations énergétiques des sociétaires de la SIC. Et je vais couper le micro pour ne pas vous embêter, parce que le contrôleur me parle. Merci beaucoup, Franck. Oui, effectivement, on voulait vraiment parler du pôle puisque c'est vraiment un exemple éclairant sur ce que l'économie circulaire a de mieux à apporter sur ces sujets énergétiques. Troisième enjeu du plancher social, l'accès au réseau. Le constat est que l'accès aux réseaux, à la fois digitaux et à la fois tout ce qui va être relations interpersonnelles au sein de réseaux de soutien, sont fondamentaux pour générer des opportunités, construire des communautés, augmenter la résilience des individus et des sociétés, bien évidemment. Là-dessus, de fait, et ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit sur la coopération, l'économie circulaire, elle a dans son cœur l'idée de la coopération, de la collaboration par son approche transversale, et elle va naturellement faire le lien entre les acteurs du territoire. Elle s'appuie là-dessus sur l'économie collaborative, parfois par le biais de plateformes d'échange, mais aussi souvent par des relais physiques. On pense à tout ce qui va être lieu de vente de produits de seconde main, d'autopartage, des Fab Labs, des Repair Cafés, des épiceries, des coopératives alimentaires, etc., etc., qui permettent sur le territoire de recréer aussi du lien social et de recréer aussi des communautés. Là-dessus, si certains d'entre vous étaient présents à la séance qu'on avait pu faire sur l'attractivité des territoires, on avait eu le retour de la ville de Roubaix, qui se sont lancés donc, dans une démarche à la fois territoire zéro chômeur de longue durée et zéro déchet. Et un des retours qui nous avait le plus marqué sur la dynamique de famille zéro déchet, c'était que au-delà du reste à vivre libéré par les démarches de chasse au gaspillage et d'optimisation de la consommation qui sont le jeu des familles zéro déchet, les familles, elles avaient aussi mentionné le sentiment d'appartenance à une communauté et que ce sentiment d'appartenance, il était extrêmement fort pour des familles qui étaient souvent marginalisées ou en tout cas isolées en raison de leurs difficultés financières. Donc il y avait vraiment cet apport de dire, ok, peut-être que effectivement, financièrement c'est intéressant, mais c'est surtout la réintégration dans des réseaux d'entraide et de soutien avec des intérêts communs qui étaient très importants pour les familles impliquées. Deuxième élément, donc, je vous le disais, l'accès aux réseaux digitaux, qui fait aussi partie de cette approche des réseaux donnés par le plancher social. C'est donc l'accès aux réseaux digitaux. Ici, on a identifié le fait que l'économie circulaire, par son prolongement ou l'allongement de la durée de vie des terminaux digitaux, pouvait aussi les rendre plus accessibles et en tout cas avoir une approche plus équitable de cette ressource-là, puisqu'on a des dynamiques de réparation, de réconditionnement qui favorisent l'accès à des prix plus accessibles. Donc, on vous cite l'exemple de Recommerce, qui effectivement va remettre sur le marché, après la reprise de smartphones, des produits reconditionnés voilà, qui sont garantis à des prix éthiques. Il y a d'autres initiatives, mais on voit que les dynamiques, en tout cas, d'allongement de la durée de vie et de reconditionnement des terminaux, elles permettent aussi une forme d'accessibilité au réseau.
Sur la question des logements, il y aurait énormément à dire. Vous le savez, Nathalie l'a dit en introduction, ça fait depuis les années 2015 qu'on travaille sur les sujets d'aménagement, d'urbanisme et d'économie circulaire. On a également une partie aussi déconstruction chez Auré qu'on traite aussi depuis avant même 2015, j'ai plus la date en tête. Donc je vais être très courte là-dessus. 3 apports principaux pour faciliter l'accès à des logements décents et abordables. Le fait que l'économie circulaire, encore une fois, c'est la prise en compte des flux en analyse de cycle de vie, donc sur tout le cycle de vie du logement, en passant par l'approvisionnement durable, la phase chantier, la vie en œuvre, la seconde vie. Et que, de fait, l'économie circulaire, elle a des atouts de poids pour répondre à l'enjeu des logements mal isolés et des logements, je ne trouve pas de terme, mais pas décents. De fait, on a l'utilisation des matériaux biosourcés locaux, l'éco-conception des bâtiments, le démantèlement facilité, la sobriété du logement construit ou rénové, et ainsi de suite. Il y a énormément de choses. Vous trouverez dans nos derniers travaux, d'ailleurs, qui sont sortis sous la collection des clés pour agir avec l'ADEME, le schéma des 7 piliers de l'économie circulaire et les possibilités d'action sur chacun de ces piliers en matière d'aménagement, d'urbanisme et de logement, en tout cas de bâtiments. Apport fondamental aussi de l'économie circulaire, c'est la prise en compte des usages pour limiter la pression foncière et pour mobiliser donc du coup tous les espaces fonciers disponibles, dont les friches, les parkings. Penser la modularité aussi des espaces pour satisfaire différents besoins dans le temps, c'est ce qu'on appelle la chronotopie. Et mutualiser ces besoins pour limiter la pression foncière et de fait l'envolée des prix. Donc d'une part, on a un apport de l'économie circulaire pour juguler cette pression sur les prix, mais aussi le fait que les emprises foncières libérées font souvent l'objet d'un urbanisme tactique transitoire, qui sont souvent aussi des projets de cohésion sociale. On pense aux gros voisins parce que c'est le plus emblématique, mais il y en a tout un tas d'autres qui permettent aussi à un moment de faire venir l'économie sociale et solidaire dans des emprises qui sont extrêmement privées. Troisième élément, la mobilisation de nouveaux modèles économiques. Vous retrouvez, pour ceux qui sont familiers, qui en sont familiers, le triptyque développé par Auré, l'ADEME et le ministère, qui s'appelle Flux, Usage et Économie. Donc ici, la mobilisation des nouveaux modèles économiques, donc tout ce qui va être l'économie collaborative, la mise en place de conciergeries, les Fab Labs, les activités de mutualisation, l'économie de la fonctionnalité, l'idée de frugalité, l'innovation frugale ou innovation Rugad pour penser les bâtiments low-tech. Tout ça, ce sont des apports aussi, tout ça, ce sont des apports qui gravitent dans la constellation de l'économie circulaire et qui profitent à l'émergence de bâtiments qui soient sobres en ressources, à la fois dans la phase d'usage. Je discutais récemment sur une opération à Stein, où ils ont adopté une logique en coût global avec la fondation Oui, il me semble. Et les économies réalisées pour ces logements en loyer modéré sont de l'ordre de 100 € de charge par mois. Donc c'est assez important. Ici, je voulais vous donner peut-être deux autres exemples. Celle de la commune de Langouette. La commune de Langouette, ça a été un des lauréats du deuxième appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME et le ministère pour intégrer l'économie circulaire dans des projets d'urbanisme et d'aménagement. La ville de Langouette, c'est une toute petite commune de un peu plus de 600 habitants qui avait voulu faire un quartier 100% circulaire et qui voulait faire la démonstration qu'il était possible d'avoir une approche systémique des flux qui intègre à la fois les matériaux biosourcés, une gestion cyclique de l'eau et de l'énergie, qui prennent en compte des enjeux de mobilité décarbonée, un confort d'usage, une qualité paysagère et de biodiversité, tout en proposant une recyclabilité à 100%. Et surtout, le fait que ça rentre dans une fourchette de coûts compatible avec le logement social ou l'accession sociale à la propriété. C'est un exemple qui est extrêmement intéressant parce que c'est une petite ville, mais un projet de grande ampleur. Et si vous voulez aller creuser le sujet, je vous renvoie vers l'icône en bas à droite qui est expérimentation urbaine, www.expérimentationurbaine.adem.fr, qui est la plateforme dans laquelle vous retrouverez toutes les méthodologies, tous les livres blancs ou les écrits qu'on a pu faire de manière académique, mais aussi de l'outillage, des cahiers des charges, des exemples, la veille
une veille régulière. La plateforme est en refonte pour le moment, mais elle sera accessible très prochainement. Alors, sur le Sur sujet le de l'égalité logement, des peut-être, sexes, Caroline, tu voulais rajouter des choses, évidemment, oui. juste sur le logement, encourager à aller voir la démarche Energy Sprong, qui nous vient des Pays-Bas et qui est en train d'être développée en France, qui est une démarche de rénovation énergétique haute performance des logements et notamment, et qui vise à garantir l'énergie égale zéro, toutes énergies confondues dans les logements pendant 30 ans, et donc qui éloigne durablement les habitants de la précarité énergétique. Ce que ne fait pas le BBC. On démontre que dans le cadre du BBC, la précarité énergétique arrivera dans les 10 prochaines années, alors que avec cette méthode, on met à disposition des locataires des logements beaux et confortables dans lesquels ils sont fiers d'habiter et qui en plus les protègent durablement contre cette précarité énergétique. C'est un bouclier énergétique que l'on met en place, donc une méthode à aller voir qui marche pas partout bien évidemment, mais dont on peut s'inspirer quand on a des logements à rénover. Merci Franck, je rajouterai cet exemple dans le livret. Alors, je vous disais sur la question de l'égalité des sexes et d'équité sociale. Ici, peut-être qu'en introduction, rappeler nos travaux sur l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire qu'on a réalisé pour le compte du Comité francilien en 2018 et qui vous retrace la manière dont ces deux secteurs se répondent et s'alimentent. Vous trouverez une quinzaine d'exemples franciliens sur la manière dont l'économie circulaire, elle peut servir de support à des valeurs de solidarité en apportant des réponses adaptées aux besoins sociaux de proximité, en permettant un accès plus équitable aux ressources, etc. Ici, je vous ai sorti un exemple qui s'appelle Campus Market, qui répond à un enjeu particulier qui est celui de la précarité étudiante. Campus Market, il récupère du mobilier de précédents étudiants qu'ils réparent et qu'ils remettent sur le circuit. C'est un peu comme une ressourcerie et recyclerie spécialisée sur du mobilier étudiant. C'est aussi des démarches qu'on voit de plus en plus chez les bailleurs sociaux, puisque d'une part, ça permet aussi de limiter les dépôts sauvages et les incivilités, et aussi ça permet de s'équiper à un moindre coût tout en limitant les déchets. Donc là-dessus, je vous invite à peut-être aller un peu plus voir nos travaux si vous voulez des exemples concrets de ce que peut apporter l'économie circulaire. Mais si on doit en reprendre deux, c'est vraiment sa capacité à être ancrée localement et du coup à identifier les enjeux sociaux de proximité et à y répondre, et un accès plus équitable aux ressources par le biais de ressourceries spécialisées. Donc, je vous ai cité ici Campus Market, mais vous avez aussi des ressourceries spécialisées sur le sport, sur du matériel médical aussi dans le Val-de-Marne, sur vous avez la réserve des arts également pour tout ce qui va être artistes et artisans. Bref, tout un tas de réponses qui permettent un accès plus équitable aux ressources. D'autre part, partant du constat que sur les questions sanitaires, les inégalités en termes de genre sont clairement identifiées. Tout ce qui va être accès à l'eau, à l'assainissement, conditions de travail sûres et décentes, qualité de vie. On sait que les femmes sont beaucoup plus exposées et vulnérables. Vous trouverez tous ces constats, notamment dans les rapports de l'OMS, qu'il est montré que les groupes vulnérables, donc précaires, racisés, les femmes, entre autres, sont plus exposés également aux effets attendus du changement climatique, parce qu'ils disposent aussi d'une moindre capacité d'adaptation, d'information, de mobilité, de finances pour la mobilité aussi, de sécurité, d'accès à la technologie, aux infrastructures. Et donc, de fait, ces populations vulnérables, elles sont plus exposées aux vagues de chaleur, aux inondations, à la sécheresse, aux pénuries alimentaires. L'économie circulaire, ici, elle peut apporter une forme de réponse indirecte par sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Donc ici, on a identifié une forme d'effet, pas rebond, mais en tout cas indirect, sur la manière dont l'économie circulaire, par sa contribution à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, pouvait participer quelque part à l'égalité des sexes et l'équité sociale.
Vous trouverez, c'est un sujet qu'on a traité en 2015 pour la COP 21. Je vous ai remis l'icône du livret ici. Vous trouverez donc dans ce livret les principales contributions de l'économie circulaire en faveur de la lutte contre les effets attendus du changement climatique. Sur la représentation politique, ici, ce qui est entendu par représentation politique, c'est dans une perspective de développement durable, il s'agit d'assurer une participation inclusive et représentative dans les processus de décision, et ça à tous les niveaux. On rejoint, et ça fait écho à ce qu'on s'est dit en introduction et ce qu'a rappelé Franck sur cette idée de collaboration et de coopération. L'économie circulaire, elle fait appel à une gouvernance élargie et renouvelée, qui permet l'émergence de projets de territoire inclusifs et soutenables. Par leur caractère transversal et local, on a des structures d'économie circulaire qui viennent s'appuyer historiquement sur des formes de gouvernance qui sont participatives. Franck parlait tout à l'heure du pôle Cinéo, qui est donc une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, mais vous allez aussi retrouver des groupements momentanés d'entreprises solidaires, GEMS, GMES, des groupements d'employeurs, et aussi une forme plus récente qui sont les pôles territoriaux de coopération économique, qui vraiment explosent ces 3 dernières années dans leur capacité à accueillir tout un tas de parties prenantes et d'interlocuteurs différents. Je vous ai redonné ici l'exemple du PTCE de la Goutte d'Or, donc pôle territorial de coopération économique de la Goutte d'Or, qui est un exemple que je connais bien parce qu'il est situé dans le 18e. Et vous avez probablement entendu parler de ce pôle de la mode et du design, notamment dans la fourniture des masques, puisque c'est un haut lieu de la couture qui a beaucoup participé à la création et la fourniture de masques pour la ville de Paris. Toujours est-il que aujourd'hui, l'écosystème des couturiers de la Goutte d'Or sont souvent des travailleurs seuls, isolés, la plupart du temps sans papier, marqués par une économie informelle, communautaire. Et une démarche a été lancée pour mettre autour de la table la ville de Paris, des professionnels, donc des artisans, des créateurs, des designers, pour créer de la synergie entre tous ces acteurs. Et c'est de là qu'est né le pôle territorial de la Goutte d'Or, qui est aujourd'hui un pôle de coopération très très fort sur la mode et le design dans le 18e, et qui s'appuie sur le savoir-faire de ces couturiers au doigt de feu. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres exemples de coopération. Je vous en cite peut-être 2 dont on a un peu déjà parlé, mais la Louve, qui est une coopérative qui a mis en commun, qui met en commun plus de 6 000 coopérateurs pour créer un supermarché alimentaire. Énercitif, qui est donc la coopérative énergétique de Paris, qui met autour de la table des fournisseurs d'électricité, la ville de Paris, des habitants, des fournisseurs de panneaux solaires pour trouver des solutions sur mesure. Donc, vous voyez qu'on a vraiment la capacité de l'économie circulaire dans son approche de chaîne de valeur, de flux, à avoir une gouvernance à tous les étages renouvelée. Franck, je ne sais pas si tu voulais réagir encore sur cette idée de représentation politique. Non, c'est bon pour moi, non. Très bien. Alors, on continue sur la partie paix et justice. Alors, sur ces questions-là, clairement, l'économie circulaire, elle promeut une forme de justice sociale parce qu'elle a en son sein cette idée de démocratisation, de sensibilisation. Elle s'adresse à tous les publics. C'est en cela qu'elle est aussi proche aussi du secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est qu'elle a vraiment en son cœur l'idée de la démocratisation de nouvelles pratiques, de créer du lien social, de participer à l'autonomisation des individus, et que d'autre part, les principes de sobriété et d'efficacité participent à l'émancipation financière des foyers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les logiques de famille zéro déchet, en dégageant un reste à vivre. Donc il y a une forme de justice sociale qui peut, par extension, être traduite par l'économie circulaire. Pour autant, je vous le disais, il y a quand même certains éléments sur lesquels on se sent un peu moins armé grâce à l'économie circulaire. Et on a été interrogé pour ça Jean-Michel Valentin, qui est haut fonctionnaire, docteur en études stratégiques et sociologie de la défense,
et qui est chercheur interdisciplinaire sur les recherches sur la paix et d'études stratégiques, le CIRPES, à qui on a posé la question, à votre avis, est-ce que l'économie circulaire contribue à la paix et à la justice? Et Jean-Michel Valentin nous a répondu que, quelque part, rien ne semble indiquer que l'économie circulaire ait un effet sur la prévention des conflits ou sur la lutte contre la corruption. On pourrait présupposer que, en favorisant un accès juste, équitable à la ressource, ça peut limiter les conflits, mais rien ne l'indique. L'économie circulaire, pour Jean-Michel Valentin, selon lui, elle n'est ni en faveur de la paix, ni en faveur de la guerre. Ce n'est finalement qu'un système efficient de production et de consommation sans lien avec le contexte géopolitique. Et que toutefois, elle se manifeste naturellement lorsque les ressources se font rares, dans les moments ou dans les zones en tension. Et pour ça, il s'appuyait sur un ouvrage qui est assez éclairant, qui s'appelle Extreme Economies, qui sont en gros des leçons des économies de l'extrême, des leçons sur les limites du monde. Et donc, dans les économies de l'extrême, dans cet ouvrage, vous allez retrouver une analyse de ce qui se passe dans les fonctionnements économiques, en prison, dans des camps de réfugiés, dans des zones désastrées. Et finalement, le constat qui est fait dans cet ouvrage, c'est que toutes les économies de l'extrême, elles vont développer un modèle sobre de consommation de ressources. Et que de facto, une économie circulaire, c'est le reflet d'une situation de crise, celle de la difficulté d'accès à la ressource, et que c'est une formulation d'une tentative d'atténuation et de régulation des conséquences de cette crise. Donc, on ne peut pas forcément dire que l'économie circulaire va être en faveur de la paix et de la justice. En tout cas, c'est une forme d'organisation qui est la plupart du temps utilisée quand les zones sont sous tension ou les moments sont tendus. Sur la question des revenus du travail, je vais y passer assez rapidement, puisque, vous le savez, on a toute une séance et tout un livrable qui sera consacré à l'idée de l'emploi et des compétences. Je vais quand même vous en donner quelques éléments, tant qu'on est là. On a d'une part l'idée que l'économie circulaire, elle place le capital humain au cœur de la performance économique. Donc, l'économie circulaire, elle va permettre de générer des gains en compétitivité, soit pour sauvegarder des emplois, soit pour en créer des nouveaux. Elle va permettre également une mutualisation des besoins de main-d'œuvre, encore une fois, pour créer ou sauvegarder des emplois. Elle favorise aussi l'émergence de nouvelles opportunités économiques et de filières à haut potentiel. Ça, c'est ce que vous allez retrouver dans des démarches, dans des synergies, dans des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Sur l'exemple que je vous avais donné aussi sur la filière du bois dans les Vosges du Nord, qui de territoires dévastés est maintenant une filière extrêmement dynamique. On a également tout ce qui va être l'anticipation des impacts des ressources sur les métiers. L'économie circulaire, ce que je vous disais en introduction, elle amène à s'interroger sur l'évolution des filières, en tout cas, l'interrogation de l'évolution de la ressource amène à penser l'évolution de la filière. Elle accompagne aussi l'adaptabilité des collaborateurs et elle favorise la fierté d'appartenance et l'attraction des talents. Je vous ai donné sur ce sujet une seule référence, il y en aura plein d'autres que vous retrouverez dans le livre emploi et compétences. C'est l'étude qui a été menée par le cabinet Auxilia pour le compte de la fondation JP Morgan, qui s'appelle Emploi circulaire au carré et qui identifie à l'horizon 2030 un potentiel de 30 000 emplois directs en Île-de-France sur des filières à potentiel, à savoir tout ce qui va être construction des constructions dans les bâtiments, collecte des biodéchets et développement des recycleries. C'est un travail extrêmement sérieux, extrêmement fourni. Je vous invite à le consulter. D'autre part, on a l'économie circulaire qui est aussi catalyseur de capital humain pour les territoires. Elle permet la professionnalisation des collaborateurs, elle permet l'insertion des publics éloignés de l'emploi, elle permet aussi la transmission des savoir-faire et le maintien des compétences et l'adaptation des compétences et de la main-d'œuvre avec les enjeux et les besoins de demain. Ça, c'est plutôt pour la partie l'approche sociale des compétences. Pour ça, je vous ai aussi donné un exemple un peu de côté, qui est celui de la cravate solidaire, qui est une initiative assez remarquable, assez connue, peut-être que vous la connaissez, mais qui a fait le constat, dans l'idée du réseau aussi qu'on avait tout à l'heure, que le soutien des proches et du réseau, il est fondamental dans la recherche d'emploi, et que, de fait, les personnes isolées partaient pas gagnantes dans leur recherche d'emploi. Et c'est pour ça que la cravate solidaire s'est créée, puisque à la fois,
elle fournit les candidats qui vont avoir des entretiens, elle leur fournit gracieusement un costume ou de quoi se présenter dignement à leurs entretiens. Et aussi, elle leur propose un coaching dans leur démarche de recherche d'emploi. Donc là, elle se substitue aux réseaux familiaux pour accompagner les demandeurs d'emploi. Alors, sur la question de l'éducation, on sait que l'économie circulaire, c'est un support pour les pratiques d'éducation à l'environnement et au développement durable, le DD. Ici, pour ne vous donner qu'un seul exemple, et je crois qu'ils sont présents. Pic Environnement fait un travail formidable de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, avec beaucoup de démarches d'économie circulaire. Julien, si tu as envie d'en donner quelques mots, comme je sais que tu es là, je serais ravie de te laisser la parole. Si, si tu le souhaites, sinon aucune obligation. Je t'en prie. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Bah oui, effectivement, nous, on se sert en fait des principes de l'éducation populaire. Donc, c'est vraiment donner à chacun des enjeux pour qu'il puisse être acteur de son quotidien. Donc, c'est l'avantage en fait de cette méthode quand on s'adresse à tous les types de publics, c'est que ça permet vraiment une appropriation des pratiques vertueuses et de montrer que les leviers ne sont pas uniquement par une conscience écologique qui va être plus portée ou par la volonté de changer, si je peux m'exprimer ainsi, le monde ou quelque chose comme ça, mais plutôt c'est avoir une amélioration dans son quotidien et se rendre compte de toutes les externalités positives que le changement des pratiques il va avoir. Et ça permet d'alimenter ce petit cercle vertueux où ensuite on va avoir un essaimage parce que les personnes, elles n'ont pas fait ça pour changer quelque chose par rapport au changement climatique, etc., mais plutôt pour répondre à une problématique très quotidienne, et c'est ce qui va permettre de diffuser auprès de leurs voisins quand on travaille pour des bailleurs sociaux, par exemple, ce genre de choses. Merci beaucoup, Julien. Je vous invite à suivre PicPic. Ils sont vraiment sur tous les fronts et ils ont de très belles actions. Sur le sujet de l'éducation aussi, je voulais citer les travaux qu'a menés Nathalie Boyer dans le cadre de la feuille de route sur l'économie circulaire. Puisque convaincue, bien évidemment, que l'économie circulaire était un levier puissant pour faire évoluer les métiers, les savoir-faire et les compétences. Nathalie s'est interrogée avec un groupe de travail sur la manière dont on pouvait identifier les métiers d'avenir en formalisant des fiches métiers compétences pour accompagner les enseignements, la formation et l'éducation à ces nouveaux métiers. Vous retrouverez aussi plus d'éléments sur la session emploi compétences, mais Nathalie, si tu veux en dire quelques mots, puisque je sais qu'il va y avoir de l'actualité sur ce groupe de travail-là. On espère avoir de l'actualité puisque Barbara Pompili a envie de lancer un événement sur les métiers de la transition écologique et les métiers de l'économie circulaire font évidemment partie de cet événement, mais je n'ai pas plus d'infos à ce jour, à date. Ce que je peux vous dire, c'est que ce rapport existe. Je ne sais pas si quelqu'un peut le mettre dans le chat. Il est très bien documenté. Il devait faire l'objet d'une présentation groupée Brune Poisson, ministre du Travail à l'époque. Puis le remaniement ministériel est passé par là. Mais en tout cas, vous avez 15 fiches métiers avec des descriptions, des formations qui seraient potentiellement développées en parallèle, très intéressantes. Donc, si vous en avez besoin pour votre entreprise, n'hésitez pas à le consulter. Il est sur le site du ministère, mais il est dur à trouver. Donc, si quelqu'un peut attraper le lien, ça serait pas mal. Je ne sais pas si tu l'as, Caroline. Je ne vais pas le faire maintenant, tu m'en veux pas. En Pas revanche, du tout. il est présent. Il est présent dans la bibliographie du livrable sur emploi et compétences. D'accord, pas de souci. Je le ressortirai et si je ne le ressors pas, il sera bien présent dans ce livre. Merci, Caroline. Merci à toi, Nathalie. On continue sur l'avant-dernier objectif sociétal. C'est celui de la santé. Alors, ici, on va rendre à César ce qui est à César et je vais tout de suite vous dire que tout ce que vous avez trouvé ici est tiré d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui a produit un rapport passionnant, pour nous en tout cas en 2018, qui s'appelle Économie circulaire et santé, opportunités et risques. Et donc du coup, l'OMS a fait toute une cartographie des risques associés à la transition vers une économie circulaire,
mais également des opportunités liées à cette transition. Donc, on a une analyse qui est extrêmement éclairante et des pistes d'action pour mieux intégrer ces sujets à l'avenir. Donc, on s'est simplement appuyé sur ces travaux pour vous repositionner les apports de l'économie circulaire sur le sujet de la santé. Je ne vais pas vous les détailler là puisque vous les retrouverez dans le rapport et il me semble que ça ferait l'objet d'une séance tout aussi longue que celle que je suis en train de faire. Ceci étant, je vais vous en donner les principales conclusions. Dans l'ensemble, l'OMS estime que l'économie circulaire engrange des bénéfices substantiels en matière de santé. D'une part, l'OMS constate un certain nombre de bénéfices directs qui sont au profit des systèmes de santé et de sécurité sociale, notamment en introduisant des modèles de performance dans les achats et dans les équipements. Notamment, c'est ce que vous allez retrouver sur des sujets de mutualisation, de synergie, d'achat groupé, de questionnement d'usage pour vraiment optimiser et gagner en compétitivité dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice direct. Et puis, l'OMS identifie également des bénéfices indirects qui sont liés ici à la réduction des externalités négatives sur les milieux et les impacts environnementaux. Donc, notamment des impacts négatifs de process industriels liés à la qualité de l'air, de l'eau, de la qualité des sols, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc ici, ce que nous dit l'OMS, c'est que l'économie circulaire, par sa capacité à limiter les ponctions de ressources, à limiter les impacts environnementaux, elle contribue quelque part à une amélioration globale des enjeux de santé. C'est un exemple qu'on donne souvent dans l'idée de la gouvernance de la valeur créée, mais qui est le fait que la réduction des volumes de déchets, elle va faire baisser le nombre de camions poubelles utilisés pour venir chercher les poubelles, et de fait, elle va réduire des externalités négatives, améliorer la qualité de vie en réduisant le bruit. Elle va également améliorer la qualité de l'air et elle va aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est dans ce sens-là que l'OMS estime que l'économie circulaire a des effets indirects importants sur une amélioration globale de la santé des milieux et de l'environnement. Cependant, l'OMS montre aussi qu'il existe des risques en matière de santé, notamment dans la manipulation des produits, de composants et de matériaux dangereux dans la phase de démantèlement et de recyclage. On pense au retardateur de flamme, par exemple, et à tout ce qui va être transfert de pollution lié à la logistique inverse. Sur ce sujet-là, si vous étiez présent lors de la séance de cette séance d'ailleurs sur social, sociétal, bien-être, on avait abordé la question de la santé avec une chercheuse de l'INRS, donc l'Institut national de recherche en santé, Catherine Montagnon, qui avait mené un exercice prospectif qui s'appelait Économie circulaire en 2040, quels impacts sur la santé et la sécurité au travail et quelle prévention. Tous ces sujets-là seront également traités peut-être plus dans le détail dans la séance sur les emplois et les compétences, puisqu'on y reviendra plus du coup sur les idées de santé et de sécurité au travail. Ce qu'il en ressort, c'est qu'on a vraiment une révolution dans les façons de faire des métiers qui peuvent amener des risques psychosociaux. Elle donne l'exemple des fonctions marketing et commerciales qui ont été biberonnées à la vente par volume et à qui on prône un modèle de sobriété. Donc, ça peut engranger du mal-être au travail. Sont également pointés du doigt l'idée de la connaissance des matériaux lors de leur seconde vie et au-delà, avec l'idée que les matériaux puissent se charger en composants pollués au fur et à mesure de leur recyclage et la variabilité de ces matières premières recyclées. Et puis également la question de la logistique circulaire qui pose la question de la traçabilité et de l'historique. Je viens de vous résumer en 30 secondes 340 pages de rapport. Si le sujet vous intéresse, encore une fois, je vous y renverrai. Et si le sujet vous intéresse, mais pas assez pour lire 340 pages, il y aura un résumé plus détaillé dans la séance sur l'emploi et les compétences. Je regarde la conversation en même temps. Merci Juliette. Et puis enfin, dernier objectif sociétal, c'est celui de l'alimentation, bien évidemment. Ici, encore une fois, c'est rageant, hein, je vous renvoie sur des travaux qu'on a déjà réalisés, pas qu'on ait déjà tout réalisé chez ORE,
Mais en tout cas, c'est un ouvrage qu'on a produit en 2019 pour le compte du Comité francilien de l'économie circulaire et qui, au travers d'une quinzaine d'initiatives franciliennes exemplaires, interroge les liens entre l'économie circulaire et l'alimentation. En ressortent cinq grandes tendances ou 5 grands apports de l'économie circulaire au modèle de production et d'alimentation. Mieux s'approvisionner pour une activité agricole durable. Ici, vous retrouverez bien évidemment la question de l'approvisionnement durable via les circuits courts, via l'idée de favoriser les matériaux de réemploi. On parlait de la ferme du rail, qui est ce nouveau tiers-lieu que vous allez retrouver dans le 18e, qui est un bon exemple de réemploi dans la construction et de matériaux biosourcés, et aussi de projets agroécologiques et de permaculture, qui est le 3e pilier de l'approvisionnement en activité pour soutenir une activité agricole durable. Vous retrouverez aussi l'idée de la production au plus près des consommateurs, le 2e pilier, où évidemment on fonctionne en circuit court, on essaye d'être au plus proche de nos consommateurs. L'idée de faire évoluer aussi les modes de production, où ici, voilà, on va penser vente en vrac, on va penser agroécologie, permaculture, lutte contre le gaspillage alimentaire, évidemment, en essayant de favoriser du coup une consommation responsable, donc ça par des systèmes de consignes aussi. Les outils numériques sont assez utiles aussi pour prévoir au juste besoin les repas dans les cantines, par exemple. L'idée aussi, donc, d'optimiser l'utilisation des ressources. Donc là, vous allez retrouver l'idée de la valorisation des biodéchets qui viennent aussi réalimenter les sols, la méthanisation dont je parlais aussi tout à l'heure, et la valorisation et la transformation des invendus pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Encore une fois, je sais que c'est un sujet que nous survolons dans les quelques minutes que nous avons à disposition, mais je vous renvoie vers ce livrable qui est très ludique. Alors, in fine, ce qu'il faut retenir des apports de l'économie circulaire en matière de justice sociale et de santé. Je pense que, en tout cas je l'espère, à la lumière des éléments que je viens de vous donner, l'économie circulaire contribuerait à une forme de création de valeur indirecte et directe pour la création de valeur sociale, sociétale et de bien-être. Effectivement, l'économie circulaire apporte toute une palette de solutions très concrètes, mais aussi à une contribution indirecte à l'amélioration de l'état écologique global et à la résilience des territoires. Elle contribue à diminuer la pression sur les publics vulnérables et participe à l'amélioration des conditions de vie de chacun. Pour autant, on a identifié également aussi un certain nombre de pratiques et de risques qui sont associés, qui sont encore très méconnus. C'est pourquoi, si l'on voulait aller dans une perspective d'outillage, ou en tout cas de mise en mouvement, peut-être quelques recommandations. Déjà, l'idée d'intégrer systématiquement les enjeux de santé dans la planification, les programmes et les projets d'économie circulaire. Clairement, c'est ce que pointe le rapport de l'OMS aujourd'hui. Ces sujets-là sont très peu identifiés, préemptés, intégrés à la planification et la programmation ou au projet même d'économie circulaire. Donc, un manifeste pour prendre plus en compte ces sujets-là. Avec un pan accolé, celui du développement de la recherche sur les impacts en matière de santé. Je vous le disais, il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment tout ce qui va être recherche complémentaire sur les impacts de certains produits dangereux, sur l'eau, sur les D3E, sur la logistique, via un travail de fond sur la traçabilité. Ça me semble important. Et puis surtout, l'expérimentation et l'évaluation autour de la gouvernance de la valeur créée. Alors, ça fait beaucoup de mots mis bout à bout, mais dit autrement, c'est très simple. C'est l'idée que, vous l'aurez compris, l'économie circulaire, elle a une contribution transversale et diffuse. Et que de fait, la valeur créée, elle ne peut être identifiée qu'en mettant autour de la table tous les acteurs de la chaîne des valeurs. Je vous reprends mon exemple sur la réduction du volume des déchets, mais effectivement,
qui va valoriser cette amélioration de la qualité de l'air, cette réduction du bruit, l'amélioration de la qualité de vie, cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, cette valeur qui est créée pour tous, elle n'est pas encore valorisée. Elle est trop peu souvent d'ailleurs identifiée. Donc il y a une vraie expérimentation, enfin de vraies expérimentations à mener autour de cette gouvernance pour identifier et évaluer et répartir la valeur créée dans les dynamiques d'économie circulaire. Alors, plusieurs outils concrets pour vous accompagner. Déjà, sur les questions d'intégration des enjeux de santé, encore une fois, l'OMS a fait du très bon travail et nous nous sommes simplement permis de reprendre ces travaux, de les traduire et de vous les proposer. Vous trouverez dans le livrable toute une grille d'identification des impacts de votre projet, de votre programme ou de votre planification, de votre feuille de route en matière de santé. Donc, vous avez toute une checklist qui vous permet de voir en quoi votre projet d'économie circulaire peut avoir un impact en matière de santé. Donc, on vous invite à vous en saisir et à passer vos projets au prisme de cette grille de lecture pour pouvoir mieux identifier vos impacts positifs ou négatifs en matière de santé. Et d'autre part, vous trouverez toute une communauté qui s'appelle la communauté Donut, qui accompagne aussi les acteurs à mieux prendre en compte cette idée de plancher social et à se saisir des indicateurs et des objectifs sociétaux de Kate Raworth. C'est ce qu'a fait, pour vous en donner un exemple très concret, la ville d'Amsterdam, qui a pris le donut et qui en a mené tout un travail collaboratif avec les habitants, avec les entreprises, avec les organisations, pour établir la manière dont elles pouvaient contribuer aux objectifs sociétaux du donut. Donc, vous trouverez, je vous ai mis la couverture dans le City Donut de la ville d'Amsterdam, un bon exemple détaillé de méthodologie pour intégrer les objectifs de donut dans vos stratégies. Et puis enfin, vous trouverez également dans le dernier lien qui s'appelle Good Life tous les indicateurs pays par pays du donut pour aussi identifier où vous en êtes pays par pays. Et il me semble que c'est tout pour l'outillage. Oui, c'est bon pour moi. Franck, est-ce que tu voulais rajouter des choses? Peut-être pas. Me reste à vous demander si... me reste déjà à prendre vos questions et peut-être à entamer une discussion sur la manière dont vous prenez en compte aujourd'hui, vous, dans vos organisations respectives, et ces sujets sociaux, sociétaux, bien-être et santé. Est-ce que c'est des choses que vous appréhendez? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a peut-être des bonnes pratiques dans les participants que vous souhaiteriez partager? Pour ceux qui sont un peu timides, vous pouvez aussi passer par le chat pour faire remonter vos idées et vos participations. Est-ce à dire que personne ne prend en compte les enjeux de santé et de bien-être et sociaux et sociétaux dans vos organisations au prisme de l'économie circulaire? Je prends ça pour un oui. Je crois que c'est un vrai sujet à défricher. Tout à fait. Eh bien, très bien, ça me met à l'étrier justement, ça me met le pied à l'étrier. Nathalie vous disait en introduction que lors de la séance sur les nouveaux modèles économiques, on vous avait proposé un outil qui avait été présenté par Justine Laurent de Circulab. On va donc proposer aux adhérents dorés un atelier pour que vous vous saisissiez de cet outil. Si vous avez des besoins ou des demandes particulières sur ce sujet, et d'ailleurs sur tous les autres sujets appréhendés dans ce groupe de travail, on est à l'écoute et on peut aussi vous proposer des séances opérationnelles pour vous aider dans vos organisations à se saisir de ces sujets
Est-ce que là-dessus, il y aurait des choses qui pourraient vous intéresser? Est-ce qu'il y aurait des envies d'aller plus loin sur ce sujet? Tu peux déjà préciser peut-être le Circular Canvas pour ceux qui n'étaient pas là, en quelques mots, Bien parce que sûr. je ne l'ai pas vraiment développé. Bien sûr, sur le sujet des nouveaux modèles économiques, le travail est aussi dense en tout cas que celui d'aujourd'hui, mais on a la chance d'avoir un partenaire et un adhérent qui a développé un business model Canva. Donc, j'imagine que vous êtes familier de cette représentation qui, en 9 items, vous décrit la manière dont une organisation crée, capture et délivre de la valeur. Qui sont la manière très usuelle que vous allez retrouver dans toutes les écoles de commerce, dans tous les plans de financement. Donc, vous trouvez ce business model Canva, qui est aujourd'hui le plus usité pour présenter le modèle d'affaires d'une organisation. Et notre partenaire, notre adhérent à Circulab, a décliné ce business model Canva en un Circular Canva, qui est une représentation qui formalise finalement la manière dont un modèle d'affaires peut se saisir des sujets d'économie circulaire pour faire évoluer son modèle. Ou en tout cas, et par ailleurs, de s'assurer de ces externalités positives et négatives en termes de ressources pour faire évoluer son modèle d'affaires. Donc c'est un outil qui est extrêmement pragmatique, qui permet soit de penser à un projet directement dans un modèle d'affaires circulaire, soit de faire évoluer son modèle d'affaires vers plus de circularité. Justine Laurent, elle accompagne depuis 10 ans des organisations de tout type dans la circularisation des modèles d'affaires, et elle va proposer donc un atelier de 3 heures à destination de nos adhérents pour les aider, comme une forme de masterclass, à faire évoluer leur modèle. C'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait imaginer sur d'autres sujets, donc, en l'occurrence sur celui de la santé, du bien-être, du social, du sociétal. Alors n'hésitez pas, si vous avez des besoins, des demandes, des envies, c'est le moment. Je ne vais pas vous dire qu'après ça sera trop tard, mais en tout cas c'est le bon moment pour nous faire remonter vos différentes demandes ou vos envies. Eh bien, très bien. Sachez que le dialogue ne s'arrête pas là, puisque on compte sur vous pour nous faire remonter ce sur quoi vous souhaitez continuer. Vous le savez, chez Auré, on a toujours l'oreille ouverte pour travailler en collaboration avec nos adhérents et aller toujours plus dans le concret, dans ce qu'on pourra vous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter ça pour qu'on puisse faire encore une fois des programmes sur mesure pour vous accompagner dans la transition. Me reste à vous dire que la rentrée de l'économie circulaire, c'est fini. C'était la 4e et dernière séance de présentation de la rentrée de l'économie circulaire. Vous retrouverez donc 3 replays et ce 4e replay sur les espaces adhérents. Et vous retrouverez 8 livrables bientôt à disposition pour vous, qui seront diffusés par Auré, j'imagine, d'ici la fin de l'année. Et surtout, n'hésitez pas entre-temps à nous faire remonter vos besoins, puisque vous l'aurez compris, ce cycle de travail se clôture. Donc, la création de valeur et l'économie circulaire, l'ancrage territorial est mort, mais vive l'économie circulaire et la création de valeur. Et on vous attend pour trouver les prochains sujets sur lesquels on va travailler ensemble. Je vous remercie tous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Caro. Au revoir.